Je fais de la critique cinématographique depuis un peu plus de 10 ans pour diverses revues, mais je suis aussi un usager assidu de Letterboxd, donc ce réseau social dont on vient de parler. Puis pour ceux qui ne le connaissent pas, ça permet donc de tenir une sorte de journal cinéphile, de noter puis d'écrire sur ses visionnements pour les partager. On peut suivre les autres usagers, liker leurs critiques et les commenter. Donc, mon écriture sur le cinéma est partagée entre mes textes qu'on pourrait dire officiels pour des revues professionnelles ou pour l'université et ceux pour Letterboxd, où j'écris sur presque tous les films que je vois, parfois de façon assez longue. Et comme je regarde des films pratiquement chaque jour, la grande majorité de ce que j'écris se retrouve en fait sur Letterboxd. Alors, j'ai décidé de prendre l'occasion de ce colloque pour répondre à une question qu'on m'a souvent demandé, une question qui peut prendre plusieurs formes, mais dont la principale est quand à écrire autant sur Letterboxd, tu ne devrais pas travailler sur ta thèse ou écrire un article ou quoi que ce soit de plus productif. Donc, répondre à ça, c'est pas vous parler de moi, un peu, mais pas tellement, parce que pour répondre, il faut que j'explique pourquoi la seule critique qui m'importe, en fait, c'est celle que l'on retrouve sur Letterboxd. C'est pas ce que moi j'écris, mais ce qu'on retrouve en général sur ce réseau. Il faut que j'explique pourquoi la critique traditionnelle, dont je fais partie et à laquelle je participe, me rebute de plus en plus et pourquoi j'ai envie de tout faire tomber, de la même manière qu'il me semble essentiel, vital, de s'attaquer à l'institution universitaire. D'ailleurs, il y a un nombre de critiques aujourd'hui qui sont passées par les études cinématographiques, et c'est le problème, le fait de former de soi-disant experts en cinéma, des maîtres et des docteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, être un maître en cinéma? J'ai un diplôme qui me certifie que j'en suis un, mais qu'est-ce que je suis supposé maîtriser exactement? J'aimerais mieux ne pas avoir ce diplôme ou en avoir un sur lequel il est écrit plus modestement élève du cinéma, comme si on m'avait accordé l'honneur de pouvoir être éduqué par le cinéma. Je pense en effet qu'il n'y a rien de plus nocif pour le cinéma que cette prétendue expertise. L'histoire des études cinématographiques en est une de domestication de l'image. On a trouvé plein de moyens pour parler de l'image, mais en retirant ce qu'il y a de plus essentiel, c'est-à-dire ce qu'elle représente. Et ce faisant, la dernière chose qu'on apprend à l'université, c'est bien à lire une image. On ne parlera même pas de ce qui devrait aussi faire partie du projet universitaire, c'est-à-dire l'éducation de soi. Ce qui est d'autant plus malheureux, hein, pour paraphraser le titre d'un livre de mon ami Stanley Cavell, que le cinéma n'est rien s'il ne nous apprend pas à être meilleur. Il me semble que la première chose qu'on devrait apprendre à l'université, et en particulier dans un département d'études cinématographiques ou n'importe quel département dédié à l'art, c'est à être de meilleurs individus, de meilleurs citoyens du monde. Mais non, en gros, on n'a pas écouté Heidegger et on a arraisonné le cinéma par la technique. Ou pour le dire en des mots plus simples, les études cinématographiques sont comme une compagnie minière qui extrait du cinéma une substance permettant de faire rouler son économie, ce qui laisse le cinéma mort, vide, inerte, tout comme ses employés d'ailleurs, c'est-à-dire nous qui finissons en burn-out et en dépression, ce qu'apparemment on accepte sans broncher parce que ça fait partie de la vie étudiante. La critique, de son côté, prétend aussi avoir une expertise sur le cinéma. C'est même souvent sous la base de cette soi-disant expertise qu'elle défend son droit de parler quand on remet en question sa pertinence et sa valeur. Mais à mon sens, c'est la pire réponse possible. Dire je suis expert en cinéma, alors je peux mieux en parler que d'autres. Ça montre bien à quel point on méprend l'art pour une sorte de science, alors qu'en réalité, en matière d'art, nous sommes tous des amateurs. Il y aurait mille manières d'approfondir ces questions, mais je vais me concentrer sur un exemple pour expliquer pourquoi j'ai la nette certitude que toutes les formes d'écriture à laquelle on accorde d'ordinaire une autorité sont en train de détruire le cinéma. En effet, la façon officielle de parler favorise la valorisation d'un certain type de cinéma reposant sur des critères esthétiques au fond arbitraires qui ne servent qu'à valoriser ces films qui, eux, viennent consoler ces critères. C'est toute la question du canon que Antoine vient d'évoquer aussi. C'est un cercle vicieux où vanter un Kubrick ou un Hitchcock ou un Tarkovsky sur la base de leur maîtrise technique exceptionnelle, par ailleurs irréfutable, permet de valider que nos critères reposant sur l'innovation formelle, entre autres, sont appropriés. Et ce faisant, on appelle un certain type de cinéma un cinéma de technicien où réussir le plus époustouflant plan-séquence virtuose devient le plus haut gage de réussite. Mais ça se reflète aussi dans la manière d'écrire et d'enseigner, en utilisant des termes comme travelling, zoom, panoramique, des termes techniques qui désignent le mouvement de la caméra, c'est-à-dire la réalité technique du tournage, et non ce qu'il y a réellement à l'écran devant nous. Nous ne voyons jamais un travelling ou un zoom. Ce que nous voyons, c'est une image qui bouge, ce qui est extrêmement difficile à décrire. Alors, plutôt que d'utiliser les ressources infinies du langage pour arriver à cerner cette chose étrange qui est une image mouvante et sonore, on se repose sur un vocabulaire technique qui, en réalité, ne dit rien du tout, car il n'y a rien de plus différent d'un travelling qu'un autre travelling sur un autre décor. Et n'est-ce pas précisément en parlant de cette technique en réalité invisible que nous nous éloignons de l'expérience du cinéma, de ce que nous voyons réellement? Et est-ce qu'on n'invite pas aussi en même temps un cinéma fondé sur cette technique?
N'est-ce pas aussi ce que nous voyons à l'université où les nouveaux mots et les néologismes pullulent parce qu'il faut bien s'inventer un mot pour obtenir son financement, convaincre les institutions qu'en utilisant un mot vaguement différent des autres, on ne dit pas la même chose que tout le monde dit déjà, ce qui mène à une surspécialisation du langage. N'est-ce pas le cinéma que nous avons aujourd'hui, un cinéma où le spectacle de la technique en est venu à devenir plus important que ce qui est représenté, que ce que nous aurions appelé naguère une vision du monde? C'est-à-dire, on l'a compris, un cinéma d'experts, des experts formés à performer en matière de cinéma, mais qui n'ont, semble-t-il, jamais mis les pieds dans le monde. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Je pourrais perdre mon temps à nuancer, mais par brièveté et parce que parfois il est préférable d'emmerder la nuance, je vais me contenter de donner cette piste. Cette faillite de l'université, de la critique, de nous tous ici présents, moi le premier, qui se croyons experts en cinéma, Stanley Cavell la présentait déjà au début des années 80 lorsqu'il écrivait à la fin de son introduction à Pursuit of Happiness. Ce qui me préoccupe, c'est qu'au lieu que ces questions deviennent, comme je le désirais, des exemples de la conversation permanente sur le cinéma dont je rêvais, ce soit les dogmes qui soient intronisés dans les cursus universitaires et se voient ainsi anormalement renforcés. Mais quoi, faut-il essayer de se persuader que les universités n'ont pas un rôle aussi décisif à jouer que je le pensais pour l'avenir des études cinématographiques? Il manque un peu de contexte pour bien comprendre la citation, mais je veux retenir ici cette vision des études cinématographiques qui aura un rôle décisif à jouer, un rôle que nous avons abdiqué, je crois, et un rôle, je l'espère, qu'un réseau comme Letterboxd va prendre pour lui d'adopter, puisque sa structure favorise cette conversation permanente. Mon vœu est très utopique. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de conversation. On a plutôt du monde qui crie chacun de son côté pour réclamer son petit coin de cinéma. J'ai souvent l'impression que la critique, comme les fans, font exactement la même chose, demander un cinéma fait pour leur plaire et se fâcher quand le cinéma leur offre autre chose. La seule différence, c'est que les fans demandent, disons, du Marvel et la critique veut plutôt du cinéma de festival. Mais après, dans les deux cas, ce qu'on en obtient, ce sont des films de plus en plus pointus dans leurs références, radicaux parce qu'ils n'hésitent pas à s'aliéner une partie du public pour plaire à ses exigences. Pour moi, je vois une parenté entre ces deux phénomènes. Il y a quelque chose comme un narcissisme profond dans lequel on est en train de s'enfoncer. Donc, le rôle possiblement salvateur d'un réseau comme Letterboxd tient à deux choses. D'abord, à l'éclectisme de ses usagers, au fait qu'on y retrouve autant des cinéphiles et des universitaires qui écrivent dans cette tradition que d'autres cinéphiles que l'on aurait tort de désigner comme amateurs simplement parce qu'ils n'ont pas étudié le cinéma. Letterboxd permet de renverser l'autorité de la critique, d'introduire de nouvelles voix, de rassembler des voix diverses au sein d'une même communauté et d'ouvrir la discussion entre tout ça. Remarquez bien qu'ici, j'admets qu'il y a une valeur à la critique. Le principal problème, c'est l'autorité stupide qu'elle s'octroie. Ce dont on a besoin, ce n'est pas de taire la voix des experts, mais de la faire sortir de son petit monde, retranché, pour la faire participer à la grande discussion universelle qu'appelle le cinéma et lui réapprendre ce faisant l'amour du cinéma. Car l'autre chose, peut-être plus importante, c'est la question de la cinéphilie, c'est-à-dire de notre rapport personnel au cinéma, la question de l'amour, puisque la cinéphilie nous demande quelle est la valeur du cinéma dans nos vies, ce qui est la seule question qui importe vraiment en art. Mais cela se perd à la critique et encore plus à l'université, alors que la cinéphilie devrait être le moteur principal de toute pensée sur le cinéma. Mais c'est très rare aujourd'hui que je sens dans les textes un véritable amour du cinéma, un engagement profond et personnel. C'est malheureux, d'autant plus que la cinéphilie, quand elle est sincère, se présente comme une force de résistance, comme ce qui échappe au discours officiel. C'est notamment ce qu'en dit Marianne Douane je ne sais jamais comment prononcer son nom, dans The Emergence of Cinematic Time, à la suite de Paul Willemen. La cinéphilie, je vais traduire grossièrement, c'est ce qui résiste à la systématisation, à la rationalisation, à la standardisation. La cinéphilie, c'est la fuite du système, the leakage of the system, qu'on peut potentiellement mobiliser pour le ruiner. Et les Letterboxd, c'est le paradis de la cinéphilie, des cinéphilies au pluriel. Ce qu'on y retrouve, ce sont des témoignages, des diverses façons d'habiter le cinéma et surtout des façons de cohabiter dans le cinéma. Mon projet est utopique, je le répète. La plateforme encourage certes la discussion, mais les communautés peuvent aussi bien se refermer sur elles-mêmes et rester autour de sensibilités similaires en rejetant les autres. Mais ce n'est pas mon expérience de Letterboxd. Il y a au contraire, du moins dans la communauté québécoise que je fréquente, une variété de regards, de cinéphilie, et tout le monde se parle avec assez peu de friction en général. J'ai trouvé là mon idéal du cinéma, une place pour cette conversation permanente où la critique traditionnelle a sa place, mais seulement parce qu'elle peut dialoguer avec d'autres cinéphilies. Et cela peut sembler paradoxal parce que je me plains du narcissisme contemporain, mais c'est une manière très personnelle de parler du cinéma que j'en appelle, à la cinéphilie comme amour singulier. Mais l'amour, justement, doit être souple, ouvert, accueillant. La difficulté est de savoir être aussi fidèle que possible à soi, tout en laissant place à l'autre, sans renier sa responsabilité, celle que nous avons face aux autres et celle que nous avons face au cinéma. Bon, alors tout ça pour vous dire que si vous vous demandez pourquoi je passe autant de temps sur Letterboxd, eh bien, c'est parce que j'essaie bien humblement de faire ce que je peux pour sauver le cinéma. Il y a une révolution à mener, un système à abattre, et si ce n'est pas nécessairement ou uniquement par Letterboxd que ça va passer, ce réseau nous donne un modèle. Et donc, en conclusion, je peux juste vous inciter à venir vous joindre à nous, en cinéphiles du monde entier, unissez-vous, car même si honnêtement, j'en doute, il est peut-être encore possible de sauver le monde par le cinéma. Voilà.